Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de Destination by Just Amy, le podcast qui vous aide à vivre à travers vos passions et à gagner confiance en vous. Donc je vous le rappelle, on est toujours dans le sport, on est toujours dans mon entraînement au semi-marathon et aujourd'hui j'aimerais qu'on plonge un petit peu dans ma routine. Qu'est-ce que ça fait de s'entraîner pour le semi-marathon? Comment j'organise ma vie autour de ça? Et surtout comment j'ai fait pour mettre cette nouvelle habitude en place? Comment j'ai dû en éliminer certaines? Et voilà, quels sont les tips and tricks pour changer ses habitudes, pour instaurer une routine, s'y tenir, être organisé, discipliné et un petit peu motivé. Parce que la motivation n'a pas beaucoup de choses à voir là-dedans. C'est toute une question de discipline et d'organisation. Donc, on va parler dans cet épisode un petit peu de nourriture, savoir un petit peu qu'est-ce qu'on mange, etc. On va aussi parler de type d'entraînement que je fais pour ceux qui s'intéressent et ceux qui veulent bien sûr peut-être s'inscrire à une course ou reprendre, etc. Et puis, les conseils que moi j'ai pu recevoir par rapport au semi-marathon à cet entraînement et comment je m'organise tout simplement. Donc, dans l'épisode précédent, je vous avais dit... Alors, par contre, vous savez que vous pouvez écouter les épisodes un petit peu comme vous le souhaitez. Moi, j'ai créé une chronologie, mais ça, j'aime pas si vous écoutez dans le désordre. C'est juste un petit disclaimer. Donc, comme vous le savez, pour 3 fois par semaine, et ça demande vraiment une organisation parce que je suis quelqu'un qui fait beaucoup de choses. Sur ma page Instagram, Just Amy, j'ai écrit à côté de la description une passion par jour. C'est-à-dire que vraiment, moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin d'être animée, d'apprendre des choses pour m'épanouir. Donc, c'est vraiment ça. Donc, sachez que à côté de mon entraînement, j'ai mon travail, ok, je fais de la peinture, j'apprends des trucs, j'ai des livres, enfin, je fais plein de choses. J'aime vraiment être... Est-ce qu'on peut dire que j'aime être distraite? Non, c'est pas être distraite. Parce que maintenant, j'apprends pas mal à me focaliser. Et voilà, on s'éparpille. Donc, on va commencer d'abord, pour vous mettre un peu dans le contexte, comment j'ai repris le sport crescendo. Alors, j'ai pas tout de suite repris par la course. En fait, en 2024, je me suis inscrite au CrossFit. Donc, c'était en septembre, donc fin d'année l'année dernière. Je me suis inscrite au CrossFit de septembre à avril. Et franchement, c'est un sport que ça m'a toujours fasciné, les gens qui étaient capables de porter du poids. Mais je pensais vraiment pas que j'étais capable de faire ça. Et là, je me suis dit, ok, mon défi de fin d'année, ça va être de faire du CrossFit et de voir de quoi je suis capable dans le CrossFit. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Bon, j'ai arrêté entre temps, donc en avril, parce que j'ai pris un logement toute seule et c'était extrêmement cher. Donc, il a fallu éliminer des dépenses. Mais ça m'a vraiment forgé et j'ai eu de belles leçons grâce au CrossFit. Donc les raisons qui m'ont poussé à faire le CrossFit, c'est que je voulais regagner une habitude sportive. Et les raisons pour lesquelles j'ai arrêté, bon, ok, 1, ça coûtait cher, mais 2, c'est surtout parce que ça tombait au moment où je me suis inscrite à mon run. Et entre-temps, quand j'avais fait ma pause en avril, j'avais déjà un petit peu repris la course et j'essayais de faire comme un 2 fois semaine. Peut-être une fois, je faisais 5 km. Et puis si je me chauffais, je pouvais faire 10 km. Mais ça dépend. Et puis aussi parce que la course me manquait et puis les beaux temps sont revenus. Bref, tout était aligné pour que je commence. Par contre, je vous cache pas que j'avais peur de la reprise. Comme je vous disais, je suis dure avec moi-même. Et surtout parce que j'avais fait une longue pause. J'avais fait 8 mois de CrossFit avec vraiment quasiment 0 course dedans. Donc oui, au niveau du poids, ça m'a aidé, mais autrement, c'était un vrai défi de reprendre. Mais j'ai repris tranquillement. J'ai écouté les informations, j'ai écouté les conseils que je vous ai donnés dans l'épisode 2. Donc, sans pression, j'ai pris les runs guidés de Nike. Je faisais mon petit 5 km. Et quand j'étais motivée, je me disais, allez, cette semaine, tu te fais un 10 km. Et ce qui est archi drôle, c'est que maintenant, le 10 km, c'est genre mon 5 km. Avec cet entraînement au semi-marathon, c'est littéralement mon échauffement. Mais c'est à quel point de vous dire que la progression se fait tellement, mais tellement rapidement quand on est assidu. Donc bref, en juin, je reprends le CrossFit et juillet, je me dis, ok, maintenant je vais me concentrer full sur la course. Je m'inscris au semi-marathon, c'est concret, j'ai une date, un objectif. Maintenant, il faut mettre en place un entraînement précis. Et pour ça, je vais pas vous mentir, moi c'est pas mon truc, j'ai demandé des conseils à mes amis qui avaient fait le semi-marathon et notamment j'ai une personne qui m'a fait un entraînement vraiment carré de chez carré qui est tellement bien, mais je suis contente parce que j'ai choisi le bon moment pour m'inscrire parce que je savais que ça allait me demander du temps, de la discipline, de la motivation et par-dessus tout de l'engagement. Et c'est vrai que grâce au CrossFit, j'ai appris une chose énorme, c'est que je me mettais des limites. Les limites que je croyais avoir, en fait, c'est moi qui me les suis mises. Moi, pour moi, je pensais que j'avais pas de force dans les bras. Je savais que les jambes étaient mon allié parce que je courais depuis longtemps. Mais pour moi, c'était impossible. Je peux porter 30 kilos. Mes bras, ils sont trop faibles. J'avais déjà décidé que mes bras étaient faibles alors que archi pas. Mes bras sont forts. C'est juste que je m'étais persuadée dans ma tête que j'étais incapable de le faire. Et du coup, j'y allais à reculons. Dès qu'il fallait travailler les bras, j'étais en mode, oh non, j'ai pas envie de faire ça. Mais au final, je me suis rendu compte que non, mes bras sont forts et je suis hyper contente de ça, tu vois. Et ça fait réfléchir que dans la vie, c'est souvent nous qui nous mettons nos propres limites avec nos pensées limitantes, nos pensées négatives qui viennent s'installer dans notre cerveau, qui font leur petit chemin. Et au final, on se dit, je suis pas capable d'arriver à ça, je suis pas capable de faire ça. Et bref, on se bloque. En tout cas,
mes bras, maintenant, ils sont vraiment musclores. J'ai même arrêté parce que mes bras ils devenaient un petit peu trop musclés. J'étais en mode, faut faire attention quand même, hein. Mais bon, en vrai, c'était juste un bon moyen de continuer à s'entraîner, de garder la forme et vraiment, ça donne un rythme, en fait. J'avais 2 entraînements par semaine. J'y tenais parce que, du coup, je payais un petit peu cher. Donc, j'étais en mode, je vais y aller qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Et après, vous savez, moi, le sport, de toute façon, j'ai toujours aimé ça, c'est un exutoire. Peu importe le type de sport, c'est vrai que ça reste quand même un exutoire très présent dans ma vie. Et grâce aux différentes séances, à l'accompagnement des coachs et la prise de conscience de ce que je portais, j'ai découvert que j'étais capable de beaucoup plus que ce que je croyais être capable de. Est-ce que ma phrase make sense? Je sais pas. En tout cas, si m'aviez-vous soulevé là, vous alliez être choqués. Tout ça pour dire que nos pensées, ils influencent énormément nos capacités à nous dépasser. Et la volonté qu'on met dans quelque chose peut nous propulser ou nous bloquer. Donc à nous de faire le choix. Du coup, le CrossFit, il m'a quand même permis d'avoir déjà un petit rythme et une petite autodiscipline. Non, j'aimais beaucoup ça parce que ça me permettait vraiment de me dépasser. Le CrossFit, ça va chercher une force en toi, mais ça travaille un petit peu moins le cardio. Enfin, ça dépend. Après, il y a plusieurs sortes. Bon, on va pas s'attarder sur le CrossFit, mais en gros, c'est ça. Mais là, par contre, s'entraîner au semi-marathon, ça demande quand même une discipline très accrue. C'est 3 fois par semaine d'entraînement. Bon, c'est surtout parce que je me suis entraînée au semi-marathon et il me restait plus que genre 2 mois et 2 semaines. Donc, je savais que mes entraînements seraient beaucoup plus intenses et 2 fois par semaine, 2 fois par semaine, ça va. 3 fois par semaine, c'est pratiquement un entraînement 1 jour sur 2, sans compter qu'il faut faire du renforcement musculaire que je ne fais pas trop. Je vous avoue, je fais pas trop, mais c'est autre chose. En ce moment, je lis le livre Atomic Habits, donc vous allez souvent m'entendre vous faire des citations par rapport à ce livre parce que il est incroyable. Donc en français, le titre c'est Un rien peut tout changer. Donc c'est comment les petites habitudes qu'on met en place, elles apportent un grand changement de comportement dans notre vie à long terme et même à très très court terme aussi parce que je vois déjà les résultats des petits trucs que j'ai appliqués dans ce livre. Il dit plusieurs choses qui sont super intéressantes et qui m'ont pas mal aidé à me discipliner. Il dit que les personnes qui sont disciplinées, elles structurent mieux leur vie à manière à éviter l'usage de 2 comportements, la volonté de faire et la maîtrise de soi. En d'autres termes, elles font en sorte de passer moins de temps dans des situations de tentation. Alors à mon niveau, pour pouvoir intégrer le 3 fois semaine, il fallait que je renonce à des sorties. J'ai tendance souvent à dire oui pour faire telle ou telle activité. Dès qu'on me dit quelque chose, j'ai envie d'y aller. Ou bien ça va être moi qui va proposer tu fais quoi, etc. Et là, je me suis dit, non. En fait, je vais pas donner l'opportunité. Donc peut-être que moi, je vais moins proposer d'activité. Et si on me propose une activité, je vais dire non. Comment je vais dire non? C'est que je vais choisir des jours dans la semaine qui sont dédiés à ces entraînements. Donc en gros, moi, j'avais choisi le mardi, le jeudi et le samedi matin. Ça veut dire que le mardi soir, le jeudi soir et le samedi matin, j'étais d'emblée pas disponible. C'était déjà fait pour ça. Donc, je me suis créé un environnement qui est plus discipliné de fait. Parce que j'avais ces 3 jours bloqués. Donc, quand on me proposait un truc, je disais, est-ce que t'es dispo lundi, mercredi, ou dimanche, ou samedi dans l'après-midi? Et si on me disait pourquoi, je dis non, parce que là, je m'entraîne. En fait, je l'ai mis comme quelque chose qui fait partie de ma vie et que je peux pas passer à côté. Et de ce fait, je deviens automatiquement disciplinée. Et je vais pas, à part cas exceptionnel, les jours ne vont pas bouger, tu vois. Donc, vous l'avez bien compris, on peut perdre une habitude, mais il est très peu probable qu'on l'oublie. Donc, ça veut dire que là, ma mauvaise habitude, c'était de dire oui à tout. Donc, sur les jours où je travaille pas, les jours où je m'entraîne pas, je vais proposer des choses. Mais ça, c'est quelque chose que j'essaye aussi de faire. Donc, une fois qu'une habitude est implantée dans le cerveau, c'est vrai qu'elle met du temps à partir. Imaginons, vous voulez manger moins de sucre, vous voulez passer du temps à moins regarder la télé. Comment vous allez faire, d'après vous? Quelle serait la meilleure solution? Parce que, par exemple, si vous décidez de juste passer devant votre télé et d'essayer de ne pas la regarder, ça va vous demander beaucoup d'énergie et de vous faire confiance. Ça veut dire, ça va vous demander d'avoir une sacrée maîtrise de vous-même. Si vous voulez pas manger de chocolat, si vous voulez pas manger de fast-food, mais que tous les jours vous passez devant des fast-food, si tous les jours vous passez devant vos chocolats que vous avez achetés, tous les jours vous passez devant vos sodas quand vous ouvrez le frigo, comment vous allez faire? Ça demande beaucoup d'énergie de pouvoir se maîtriser, sachant que vous avez l'habitude, par exemple, de rentrer, manger votre petit chocolat ou de rentrer, boire votre petite canette de soda, ou bien tous les mercredis je fais mon petit fast-food. Mais comment vous faites pour enlever ça? Alors l'auteur il dit un truc super intéressant que je pense que vous allez beaucoup aimer et que ça va aider plus d'un, c'est qu'il dit simplement qu'une approche qui est beaucoup plus fiable consiste simplement à supprimer la mauvaise habitude à sa source. J'explique. Donc, l'un des moyens les plus pratiques pour éliminer une mauvaise habitude, ça va être de réduire l'exposition aux déclencheurs qui la provoquent. Donc, comme je disais, par exemple, si à chaque fois que vous ouvrez votre frigo, il y a du soda dedans et que vous savez que vous pouvez tuer un soda quand vous rentrez du travail, il faut plus acheter de soda.
il faut quand vous ouvrez le frigo, il y ait plus de soda. Au début, ça va être frustrant, mais en fait, le fait de ne plus voir le déclencheur va vous pousser à ne plus boire du soda dans le long terme. Et c'est un petit truc en soi, mais c'est énorme. Un autre exemple, par exemple, si vous avez l'impression de pas être assez doué pour quelque chose, peut-être qu'il faut arrêter de suivre des comptes où vous voyez des gens qui vous déclenchent de la jalousie et de l'envie. Comme on prenait l'exemple de la télévision, si vous passez beaucoup de temps à regarder la télé, si tu passes beaucoup de temps à regarder la télé, peut-être qu'il faudrait juste enlever la télé qui est dans ta chambre. Imaginons un truc comme ça. Si par exemple on dépense beaucoup trop d'argent dans n'importe quoi, les vêtements ou autre chose comme ça, on va arrêter d'avoir toutes les applications de H&M, Zara, whatever sur son téléphone. On les supprime. Et c'est vrai que ça a marché pour moi parce que avant moi j'achetais beaucoup. Et en fait, depuis que je regarde plus les applications sur mon téléphone, j'ai beaucoup moins envie d'acheter des habits. Et du coup, cette habitude d'achat un peu compulsive, elle est partie et ça se reflète un peu pour tout. Maintenant, je vais être un peu en mode, ok, j'achète si j'ai vraiment besoin. Le fait de supprimer un seul déclencheur fait souvent disparaître l'habitude. Alors, je vous invite vraiment à essayer ça chez vous. C'est un truc que vous voulez enlever comme habitude, faites-le et vous pourrez gagner une nouvelle habitude à la place qui sera meilleure pour vous. Donc, plutôt que de dépenser son énergie en essayant de se maîtriser, en essayant de dire non, je vais pas faire ça, on devrait simplement optimiser notre environnement. Alors, faites en sorte que les déclencheurs de vos bonnes habitudes soient évidents et que les déclencheurs des mauvaises habitudes soient invisibles. Et ça m'a aidé pour le côté, pour tout le côté alimentation, mais on va y venir. En tout cas, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de manières de pouvoir changer ses habitudes et pouvoir avoir une vie qui ressemble à la vie que vous souhaitez avoir. Mais toute une question de petits changements qui vont vous demander un effort positif. Ça sera pas un effort qui va vous torturer parce que vous savez pourquoi vous le faites. Et si je ramène un peu ça à la course, je trouve ça super fascinant de voir comment un programme qui est bien pensé, avec une intention derrière, apporte des résultats. Et ça, c'est ce que je veux vous partager aussi, c'est que si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, vous lancer dans un projet ou peu importe, plus vous serez organisé, plus vous allez planifier les choses, plus vous allez supprimer les déclencheurs de mauvaises habitudes et mettre en évidence les déclencheurs de bonnes habitudes, plus ça va vous aider. Mais je vais mettre tout de suite ça en pratique. Donc, on va voir juste après quelles sont les choses que moi, j'ai dû changer réellement pour permettre de suivre mon entraînement correctement et de pouvoir arriver à cette ligne d'arrivée du semi-marathon. Je l'espère fortement. Je vais revenir un petit peu sur le livre Atomic Habits parce que je pense qu'il y a une deuxième chose qui peut vraiment nous aider. C'est une histoire qu'il raconte dedans que j'ai trouvé fascinant. C'est l'histoire d'un Hongrois qui s'appelle László Polgár. Et en fait, je trouve que sa perspective, elle est super fascinante. En gros, il explique que pour lui, le talent inné, ça n'existe pas vraiment. Que tout ce qui compte, c'est l'apprentissage dès l'enfance. Et c'est vrai qu'il y a une part de moi où je me suis toujours dit qu'il y a des gens qui sont nés en ayant un talent, un don, tu vois, vraiment un don et c'est facile pour eux. Et je pense que vraiment certains naissent avec des dons et ils y arrivent quoi qu'il arrive. Et mais en même temps, je sais que un don qui n'est pas travaillé, un don qui n'est pas exploité, un don qui n'est pas poussé peut juste rester en sommeil et vraiment jamais atteindre vraiment son plein potentiel. C'est que un don, il doit être travaillé pour grandir et pouvoir servir son prochain. Et je vais vous lire l'histoire parce que je trouve elle est super intéressante. En gros, ce gars, il écrivait des lettres à une femme qui s'appelait Clara. Et lui, László, il croyait dur comme fer aux vertus du travail. En fait, pour lui, c'était simple. Il rejetait complètement l'idée du talent inné. Il affirmait qu'avec de la pratique et de la volonté, le développement de bonnes habitudes, un enfant pouvait devenir un génie, peu importe le domaine. Et il disait toujours, on ne naît pas génie, on le devient par l'éducation et la formation. Il croyait tellement à cette idée qu'il cherchait du coup une femme, donc c'est pour ça qu'il écrivait des lettres à Clara, pour savoir si, elle était in pour faire des enfants et faire de ses enfants des génies dans un domaine qu'ils allaient choisir ensemble. Clara, elle était enseignante et elle s'est dit, ok, why not? Pourquoi pas? Elle tombait sur le charme de László et puis finalement, ils se sont mis ensemble et ils ont eu 3 enfants. Et László, il a décidé, j'ai un peu spoilé, László, il a décidé que les échecs seraient le terrain propice pour l'expérience. Donc, il va élaborer un programme pour que ses enfants deviennent des prodiges des échecs. Donc, dans mon cas, c'est pareil, j'ai élaboré un programme spécifique pour que je puisse réussir haut la main ce semi-marathon. Et donc, les enfants se feraient l'école à la maison, ce qui était vraiment rare en 1965. Et puis, en Hongrie, c'est pas un truc qui se faisait. Et donc, la maison, elle serait remplie de livres d'échecs, d'images de joueurs célèbres. Donc, on va vraiment
mettre le déclencheur en évidence. On a dit que pour avoir une nouvelle habitude, on doit mettre les déclencheurs en évidence. Donc les enfants, ils allaient jouer constamment les uns contre les autres et ils allaient participer à plein de tournois. Et c'est la famille qui va tenir un fichier avec les historiques des tournois, etc., etc. Donc vraiment, leur vie serait entièrement consacrée aux échecs. Donc ils ont eu 3 enfants. La première, l'aînée, elle s'appelle Suzanne. Elle a commencé les échecs à l'âge de 4 ans. Et au bout de 6 mois, elle battait des adultes. La deuxième, elle a fait encore mieux. À 14 ans, elle était championne du monde. Puis, elle est devenue grand maître. Et enfin, la dernière, Judith, c'était la meilleure de toutes. À 5 ans, elle pouvait battre son père. À 12 ans, elle était la plus jeune joueuse jamais classée parmi les 100 meilleurs joueurs d'échecs du monde. Et à 15 ans et 4 mois, elle devient la plus jeune grand maître de tous les temps. Incroyable. Franchement, je suis choquée. Et puis, à 27 ans, ça fut la première joueuse d'échecs au monde. Et donc, si vous vous rappelez tous, le film, c'est quoi ? La dame des échecs, là, le truc sur Netflix, le film, voilà, c'est tiré exactement de cette histoire. En tout cas, pendant toute leur enfance a été atypique. Ils ont été bercés dans les échecs, ils ont travaillé encore et encore et encore, et tout ce qui les environnait était les échecs. Et finalement, elles s'en lassaient jamais parce que c'est ce qu'elles avaient toujours connu, et c'était plutôt un plaisir pour elles. Donc, les sœurs Pollard, elles ont grandi dans une culture qui privilégiait les échecs avant toute autre chose. C'était vraiment ça, le main game, ok ? Et ce jeu, ça leur procurait du plaisir et de la récompense. Dans mon cas, le sport, comme je vous l'ai dit, et notamment la course, c'est ce que j'ai connu toute ma vie. C'est une habitude que j'ai eue toute ma vie de faire du sport, de faire du running, et donc c'est un environnement dans lequel je me plais et où je possède une récompense, qui est de finir la course, qui est de dépasser mes limites, qui est de toujours pouvoir être meilleur. Et donc, dans leur monde, l'obsession des échecs, c'était normal. Dans mon monde, running, c'est normal. Courir, c'est normal. Et donc, qu'est-ce que ça nous appelle à constater finalement ? Que toutes ces habitudes qui semblent normales dans notre culture, donc toutes ces habitudes pour moi qui est normal de se lever, de prendre ses baskets, d'aller courir, sont des comportements qui nous semblent finalement les plus attrayants. Donc, toutes les choses que vous faites d'habitude, genre allumer votre télé, vous poser dans le canapé, regarder votre série, ou prendre une cigarette et fumer, c'est des comportements qui vous semblent normaux parce que c'est des comportements qui sont attrayants pour vous. C'est quelque chose que vous avez connu sur une longue période ou peut-être toute votre vie. Donc, c'est des comportements que vous allez continuer à faire. Et donc, pour avoir une nouvelle habitude, il faut rendre cette habitude attrayante. Il faut mettre les déclencheurs visibles. Les déclencheurs pour pouvoir apporter de nouvelles habitudes, des déclencheurs positifs. Et celles que vous le supprimez, vous allez enlever les déclencheurs à la source comme on a vu précédemment. En tout cas, cette histoire, je trouve qu'elle est super inspirante. Et effectivement, après ça, peut-être que je rejoins notre pote hongrois et me dire que un travail acharné fait changer beaucoup de choses. Je crois toujours qu'il y a des dons innés, des gens qui sont extrêmement bons. Mais comme on dit, pour progresser finalement, il faut jamais s'arrêter de s'entraîner. Encore et encore et encore, il faut continuer. Et un jour, quoi qu'il arrive, après tous ces entraînements, on deviendra les meilleurs dans notre domaine. Et ça, je trouve ça trop bien. Et du coup, quand j'ai démarré mon programme du semi-marathon, je savais que pour progresser correctement avec les entraînements qu'il m'a donnés, il fallait que je change mon environnement et notamment 3 choses précisément. La première chose, c'était mon sommeil. Le sommeil, c'est vraiment la base. Mais pourtant, il est souvent perturbé. Moi, notamment par mes obligations sociales, on va dire, donc par toutes les sorties que je peux faire parce que j'ai besoin d'avoir quand même une activité sociale avec les gens qui m'entourent. Après, ça peut être le travail, la famille, le stress, plein de choses qui vont venir perturber un petit peu notre sommeil et du coup qui vont impacter notre humeur, notre concentration et évidemment nos performances. Normalement, pour quelqu'un qui fait du sport, il faut dormir entre 7 heures et 8 heures. Et c'est vrai que depuis que je fais plus attention à mon sommeil, je vois que je récupère beaucoup mieux, je me sens aussi moins stressée et moins impactée par les choses qui m'entourent. Et même, je récupère tellement mieux parce que je dépense tellement d'énergie dans les entraînements. 3 fois par semaine, je vous jure, c'est archi intense que finalement, le sommeil, c'est là que je vois à quel point il est réparateur. La deuxième chose, c'est mon hydratation. Je pensais de base que je buvais quand même de l'eau, mais en vrai, je buvais pas assez d'eau ou bien je ne buvais pas correctement, on va dire. Et puis deuxième chose, on peut boire beaucoup d'eau, mais si on élimine directement l'eau qu'on a bu, vous savez, ça reste pas dans notre sang et c'est pas bon. Donc on va peut-être pouvoir utiliser des choses qui vont comme stimuler l'hydratation et moi, on m'avait conseillé des électrolytes ou du gel et franchement, j'ai vraiment vu la différence quand j'ai pris ça. Mais si vous faites un entraînement, sachez qu'il faut boire des heures avant l'entraînement, faut boire pendant l'entraînement, faites pas comme moi parce que moi, je bois tous les 10 kilomètres, mais c'est important de boire quand même, je pense, à peu près toutes les 20 minutes, même si perso, de mon côté, je trouve que c'est pas ouf, mais les recherches disent ça. Et puis, surtout, il faut continuer à boire pour pouvoir récupérer quand vous allez boire, ça va vous éviter les courbatures, puis même ça va vous faire une plus belle peau, ça aide, l'eau, c'est la vie, quoi. Et
pour pouvoir gagner cette habitude de boire au moins 2 litres d'eau, j'ai rendu cette habitude attrayante. Donc, j'ai rendu cette nouvelle habitude de boire plus d'eau sexy. Ce que j'ai fait, c'est que c'est pas moi qui l'ai fait, mais ma collègue, elle m'a acheté une gourde un peu genre à la gourde un peu des Starbucks là, vous voyez, genre où tu bois ton café normalement. Elle m'a acheté ça, enfin elle m'a offert ça. Et en fait, tu bois de l'eau avec une paille. Donc déjà, je bois archi vite dans la journée. Aussi, le deuxième déclencheur, c'est que j'ai mis un verre d'eau à côté de mon lit. Donc quand je me réveille, la première chose que je vois, c'est le verre d'eau. Donc automatiquement, je dois le boire. Je le bois avant de faire quoi que ce soit. Et puis, j'essaye de toujours me placer des verres d'eau un petit peu partout, des gourdes, vraiment de stimuler mon regard, de me dire ah ouais, n'oublie pas que tu dois boire quoi. Et vraiment, depuis que j'applique que ça fait vraiment une différence. Mais les électrolytes pour les courses longues, génial. Et enfin, la troisième chose, c'est l'alimentation. Bon, j'avais pas une alimentation dégueulasse comme je disais avant, mais je fais beaucoup plus attention à ce que je vais manger parce que je dois bien nourrir mon corps. Genre quand je fais une course de 1h30, je dépense presque 1000 calories, c'est énorme, sachant qu'on doit manger genre 2200 calories de base, mais avec tout ce que je dépense, je dois manger encore plus. Donc avant la course, je privilégiais plutôt les glucides comme les céréales complètes, les fruits, les légumes secs, etc. Après la course, ça va plutôt être des protéines pour aider le muscle à récupérer. Donc tu peux manger des œufs, du saumon, de l'avocat, toutes ces choses-là, ou peut-être des barres protéinées. Donc moi, en vrai, ça va être beaucoup. Je vais manger beaucoup de poissons, de saumon, etc. Mais si je peux, je vais laisser Mange comme Jus nous dire un petit peu plus là-dessus. Alors du coup, l'alimentation est importante pour le sport. Déjà, globalement, l'alimentation, ça agit sur la santé en général. Quand on veut faire du sport, c'est aussi pour la santé. Donc c'est bien quand même d'avoir et l'alimentation et le sport, on va dire, qui travaillent ensemble sur la bonne santé. Et après, vraiment, l'alimentation va être vraiment essentielle déjà pour l'énergie. Donc pour l'énergie, pour avoir amélioré ses performances, on ne veut pas être fatigué, donc on veut être plein d'énergie. Et donc c'est là où on va favoriser les glucides. Donc les glucides, ça va être par exemple les féculents. On dit souvent, oui, les sportifs, ils mangent des pâtes, mais c'est pas que les pâtes, ça peut être les pâtes, ça peut être la patate douce, ça peut être l'haricot rouge. Bon, là, c'est un peu mes préférés. Et il y a les fruits aussi. Donc voilà. Après, ça va être aussi pour récupérer après tout cet effort et pour progresser aussi. Donc progresser, ça va être avoir une meilleure endurance ou construire du muscle. Et là, le muscle... Alors, pour les hommes, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi c'est mieux d'avoir du muscle, mais même pour les femmes. Souvent, les femmes, on dit qu'on va être plus tonique. Et en fait, ça va être ça. On va viser la tonicité, entre guillemets. Mais en fait, c'est juste avoir des muscles ou conserver sa masse musculaire. Et là, ça va être les protéines qui vont être importantes pour ça. C'est bien de les garder déjà parce que on brûle... En fait, quand on a un corps, entre guillemets, de sportif, on va brûler plus de calories au repos. Donc, ça va être bien de consommer des protéines pour améliorer tout ça. Les protéines, ça va être le poulet, voilà, beaucoup les viandes aussi, les poissons. Et après, troisièmement, il y aura vraiment, pour éviter les blessures aussi, avoir une alimentation équilibrée en général. Donc, c'est et les glucides et les protéines et aussi les lipides. Donc, le gras. Le gras aussi, c'est bien, mais ça va être, par exemple, l'avocat, je sais pas, les noix de cajou. Donc, tout ça, ça va aider avec le sport. Donc, améliorer l'énergie, améliorer la récupération, la progression et prévenir des blessures. Et après, il faut boire de l'eau aussi. Globalement, je fais juste attention à manger un peu plus sainement et plus équilibré, mais surtout avoir des bonnes calories qui rentrent pour que j'ai toujours de l'énergie. Parce que si je mange pas correctement, même mon sommeil et l'eau, ça va rien changer. En fait, les trois, ils sont vraiment liés et il faut faire vraiment attention à ça. Côté équipement, je suis restée vraiment super simple. Je me suis acheté ma bête de paire là. Vous l'avez vu, ma bête de paire ou pas? Vous l'avez vu sur mon Insta? Des Saucony. Des Saucony, elles sont incroyables. Franchement, c'est le meilleur investissement que j'ai fait. Bon, elles m'ont coûté 250 balles, mais je suis vraiment contente. Je cours vraiment bien avec. Elles sont tout ce que je recherchais, un bon amorti, elles sont parfaites, vraiment parfaites. Et après, j'ai aussi ma pote, elle m'a passé une veste là de running Salomon. Moi de base, j'étais en mode voilà, mais c'est vrai que c'est pas mal pour les longs runs. Et puis après, juste un t-shirt. Franchement, pour courir, on n'a pas besoin de 1000 choses. Et puis des gels, ça aide, ça c'est clair. Mais voilà, au niveau de mon programme, je vais pas vous le faire en full détail. Vous avez tous mes entraînements sur mes réseaux sociaux dans tous les cas. Mais généralement, j'ai donc sur les 3 entraînements de la semaine, le premier entraînement, ça va être une course où je vais faire de l'endurance fondamentale et puis après un truc court et rapide, ou bien ça peut être le deuxième, ça dépend. Après, j'ai une sortie plutôt moyenne en endurance. Parfois, je peux avoir 1 heure en endurance fondamentale et puis sur les trucs rapides, je peux avoir des fractionnés, tu vois. Et puis j'ai une sortie longue qui est entre 1h30 et 1h40 et à chaque fois en fonction de là où j'en suis rendue
dans l'entraînement, dans les 1h40, je peux avoir peut-être genre 10 km en endurance fondamentale, 10 km à allure 10 km ou 2 fois 4 km à allure semi-marathon. Il y a des variantes qui permettent vraiment de t'améliorer, de progresser plus facilement. En tout cas, les amis, la clé de tout ça reste la régularité. La régularité est plus importante que la performance et c'est vraiment ça qui fait progresser. Donc vraiment se détacher au maximum de la performance, ça aide de fou. Donc ma routine, elle est pas parfaite. C'est sûr qu'il y a des choses toujours à améliorer, à changer, mais c'est une routine qui me correspond vraiment bien et que j'arrive à manager. Et c'est surtout une routine qui m'a fait comprendre que pendant longtemps, je pensais que j'étais pas quelqu'un de discipline. En fait, je pensais qu'avant, que la discipline, elle était liée à la motivation. Et en fait, j'ai compris en faisant cet entraînement, cet entraînement au semi-marathon, que c'est rien à voir avec une question de motivation. C'est vraiment toute une question de discipline et de régularité. C'est ça, en fait. C'est que à partir du moment où tu t'imposes des choses que tu sais qui vont te faire du bien, ça va venir tout seul. En fait, ça va juste s'installer, l'habitude va s'installer tout seul parce que tu trouves cette habitude attrayante. Comme j'avais dit dans un de mes vidéos, si tu veux changer une habitude ou devenir quelqu'un que tu souhaites être, il faut que tu sois dans l'environnement où les gens ont déjà ce comportement. En gros, si moi je veux plus courir, je vais essayer de me rapprocher de gens qui courent déjà parce que je vais aller où des gens ont déjà le comportement souhaité qui va me permettre forcément de m'améliorer et de me rapprocher de plus en plus de la sportive que je voudrais être. Si tu souhaites lire plus de livres, alors essaye d'aller plus dans des bibliothèques, essaye d'aller plus dans des book clubs, des choses comme ça. Va où le comportement que tu souhaites avoir est déjà le comportement existant. C'est déjà le comportement qui existe dans l'environnement. Il y a aussi un truc qui est intéressant si vous voulez changer vos habitudes ou intégrer des nouvelles, c'est de lier deux choses en même temps. Par exemple, imaginons que vous devez mieux manger. Ok, moi j'aime bien faire à manger personnellement, mais imaginons que vous trouvez ça chiant de faire à manger, mais que vous adorez écouter de la musique. C'est un truc simple. En réalité, on le fait déjà. Par exemple, quand on fait le ménage, généralement en même temps, on va mettre une série, on va mettre la musique. Donc on va prendre une habitude, quelque chose qui est chiant, genre faire le ménage, et on va l'associer à quelque chose qui nous plaît, qui est attrayant. Écoutez la musique. Les deux combinés ensemble vous permettent de passer cette épreuve, quoi. En tout cas, les amis, si je peux conclure sur quelque chose, c'est que plus vous êtes fiers de l'aspect particulier de votre identité, plus vous serez motivé à conserver les habitudes qui se sont associées. Donc, ce que je disais dans mon dernier réel, c'est que j'aimerais, après ce semi-marathon, continuer à courir. Et en fait, comme les entraînements et puis la course, ça fait partie de mon identité et que c'est quelque chose qui me rend fière, où je me sens bien, ça m'apporte de la valeur, de la reconnaissance et de la fierté. Du coup, ça peut que me motiver à continuer à garder cette habitude de courir 2 à 3 fois par semaine et tous les habitudes que j'ai associées, donc dormir mieux, passer moins de temps sur les écrans, boire plus d'eau, toutes ces choses-là, je vais continuer à pouvoir le faire parce que j'en suis fière. Du coup, lorsque votre fierté est impliquée, vous vous battez corps et âme pour entretenir vos habitudes. Et c'est ça, en fait, la clé. La clé, c'est vraiment ça pour pouvoir changer nos habitudes. Trouvez les choses que vous voulez changer parce que généralement, quand on crée une habitude, c'est pour résoudre un problème. Donc, une fois que vous avez identifié déjà vos habitudes que vous avez maîtrisé les habitudes que vous avez déjà, vous pouvez faire comme un système de colonnes entre bonnes et mauvaises habitudes et voir les choses que vous voulez éliminer et garder et les nouvelles habitudes que vous voulez mettre et ensuite faire le travail qu'on a dit et ça peut vraiment beaucoup vous aider. En tout cas, je vous conseille le livre Atomic Habits. Franchement, il est vraiment incroyable. Et c'est vrai que un rien peut vraiment tout changer. Et je le vois dans cet entraînement, je le vois dans les petites choses, je vois comment mon évolution, elle augmente de jour en jour. Déjà parce que j'ai un programme qui est super bien façonné, super bien fait, des entraînements qui sont bien coordonnés, travaille absolument tout. Donc, à moi de faire ma part de mettre le renforcement dedans. Mais en dehors de ça, avec ça, plus les habitudes au niveau du sommeil, de l'alimentation, ça m'aide. Par exemple, story short, alors je suis allée dormir chez ma pote ce week-end. Et d'habitude, quand je fais genre une soirée pyjama chez des amis, même si je cours d'habitude, je vais pas me dire, je vais pas me lever le samedi matin pour aller. Sauf que là, je me suis engagée pour ce marathon. Tu sais, c'est comme si j'ai signé un contrat avec moi-même. Je me suis levée ce matin à 7h30 et je suis allée faire mon running. Et en fait, j'ai trouvé ça normal de le faire parce que maintenant, ça fait partie de mes habitudes. Et surtout, je suis engagée dans ça. Comme je disais, c'est un engagement aussi. Et surtout que je pars pas du fait que je veux progresser. Je veux progresser et je veux me rapprocher de cette image que j'ai de vraiment avoir ce sport omniprésent dans ma vie. C'est un peu ça. Bon, j'ai beaucoup parlé dans cet épisode. Mais n'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en pensez au niveau des habitudes, etc. Est-ce que vous avez des manières d'éliminer
des habitudes ou d'en gagner. Et c'est quoi un petit peu vos programmes. En tout cas, tout mon programme il est disponible sur mes réseaux sociaux, dans les vidéos que je fais au quotidien. Et voilà. En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. N'oubliez pas que vous êtes une créature merveilleuse. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Mais je le pense quand même. C'est vrai, je le pense. Je vous souhaite une belle soirée, belle journée. Peu importe quand vous écoutez ce podcast. J'espère qu'il vous aura appris des choses, qu'il vous aura peut-être édifié. Et puis voilà, soyez bénis. Bye bye. Bisous. C'était Destination, ton podcast pour avancer pas à pas et explorer tes passions. Alors si cet épisode t'a plu, abonne-toi et partage-le autour de toi. Je suis sûre que ça peut aider plein de personnes. En tout cas, je te remercie de faire ce voyage avec moi et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle étape. Bisous bisous.